Bonjour à tous, bienvenue sur Behind the Game, le podcast qui interviewe des professionnels du jeu vidéo pour découvrir de nouveaux métiers, le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Je suis en compagnie de Clémence. Bonjour Clémence. Bonjour Pauline, bonjour à tous et toutes. Et donc, qui aura-t-on le plaisir d'interviewer cette semaine, Pauline ? Cette semaine, on a l'honneur d'accueillir Fanny Renard, qui est narrative designer actuellement chez Dotemu. Comment tu vas, Fanny ? Ça va super bien. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui pour parler de plein de choses intéressantes, j'espère. On l'espère aussi, et on est très content de t'accueillir. Mais avant de commencer, on va remercier notre partenaire, Lyon Game Dev, sans qui ce format ne pourrait pas exister. Et qu'est-ce que Lyon Game Dev ? C'est tout simplement l'association des professionnels du jeu vidéo lyonnais qui favorise les rencontres et les projets à une échelle locale. Déjà, pour commencer, est-ce que tout va bien ? T'as tout ce qu'il te faut, Fanny ? J'ai même un verre d'eau, c'est incroyable. Parfait. Pour apprendre déjà un peu plus à te connaître, est-ce que tu pourrais nous présenter ton métier tout d'abord dans les grandes lignes ? Oui, tout à fait. Du coup, moi, je suis narrative designer et writer. Donc, en gros, mon job, c'est de gérer la narration, la cohérence narrative du projet sur lequel je travaille. Tout ce qui se raccroche à la narration. Donc, ça peut être le scénario, les personnages, la voix, s'il y a du doublage. Ça peut être aussi dans le décor. En fait, souvent on pense vraiment au dialogue, mais en fait il y a tout ce qui est dans le décor. En fait, si jamais on est dans un monde post-apocalyptique par exemple et qu'il y a des maisons récentes, qui c'est qui les a construites ? Est-ce que tout a été détruit ? Il y a des choses qui ont été reconstruites récemment. Si c'est une scène de meurtre, ou d'où viennent les projections de sang ? Voilà, ça peut être énormément de choses. Et tout ça, en fait, c'est mon travail. Voilà, que tout fonctionne en harmonie et en cohérence. Et quel serait à peu près ton rôle, en fait, finalement, dans une équipe de production ? Comment tu interagis avec les autres ? Justement, comme je suis garante de toute cette cohérence globale, je travaille avec un peu tous les corps de métier. Ça peut être justement l'environnement d'artiste qui va faire les décors, ça peut être le character designer qui va faire le visuel des personnages. S'il y a un personnage, j'ai besoin qu'il soit vieux parce qu'il a un passé où il a fait énormément de choses différentes. Je sais pas, il a traversé le désert pendant des années. J'ai besoin qu'il ait un certain âge. Donc voilà, je vais avoir un impact aussi sur le character designer et lui sur moi. Voilà, c'est un jeu de questions-réponses. Je dis lui, mais lui ou elle, bien sûr. Ça peut être les comédiens de doublage, les game designers évidemment, on a un lien très très étroit, narrative design, game design. Oui, globalement un peu tous les corps de métier, même le testing, c'est très très important parce que tout ce qui est intégré dans le moteur, tous les dialogues, il faut vérifier qu'ils soient au bon endroit, que ce soit le bon personnage qui dise les bonnes choses au bon moment, éviter que un personnage dise 4 fois la même phrase, voilà. Donc tu as un rôle finalement un peu central, au sens où tu vas vraiment interagir avec tous les membres de l'équipe et pas juste un côté artistique, éventuellement développant ou quoi que ce soit d'autre. Dans l'idéal, en tout cas, c'est ma vision du métier. Ouais, c'est un rôle qui est assez central et qui réunit un petit peu tous les corps de métier. Et donc actuellement, tu es narrative designer. Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de ton parcours ou de comment tu as fait pour en arriver là, tes études, tes précédents travaux peut-être ? Alors, mes études, j'ai fait un bachelor et un master d'infographie 3D. Donc, pas tout à fait les études en vrai, il n'y a pas vraiment d'études de narrative design. Je suis pas forcément renseignée sur tout ce qu'il existe en termes de formation. Mais du coup, à la base, moi, je m'orientais plutôt vers le cinéma d'animation. Et du coup, j'ai suivi des études assez généralistes où j'ai appris à faire de l'animation, de l'infographie 3D, du modeling, des effets spéciaux, du son, du montage, vraiment quelque chose d'assez varié. C'était super intéressant parce que du coup, ça m'a permis justement de mieux comprendre tous ces corps de métier et aujourd'hui, ça me sert encore pour justement comprendre en fait le travail que font tous mes collègues. Et j'ai enchaîné, donc sur un master pendant 2 ans où j'ai travaillé sur mon propre projet de jeu vidéo. J'ai fait des stages aussi dans le jeu vidéo, donc déjà à ce moment-là, j'ai un petit peu quitté le cinéma d'animation pour m'intéresser plus aux jeux vidéo.
Et du coup, j'ai fait 3 stages dans 3 studios de jeux vidéo différents. Non, j'ai fait même 4. J'en ai fait 2 à Artefact Studio, un à Forge Animation. Alors Forge jeux vidéo, la partie jeux vidéo a fermé, mais je crois que Forge Animation existe toujours. J'ai travaillé sur le jeu La Horde du Contrevent, qui malheureusement a été annulé, mais qui était très prometteur. Et le dernier stage, j'étais chez Awesome Studio. Ok. Et ensuite, mon premier boulot, j'ai travaillé chez Ivory Tower, Ubisoft, sur The Crew 2. Et du coup, j'ai été embauchée comme infographiste 3D, puis level artiste. Et voilà, j'étais lancée, ma carrière était lancée. Et du coup, donc t'as commencé en infographie, c'est ça? Oui. Et c'est à quel moment que t'as eu le switch où tu t'es dit, en fait, j'ai envie de faire du narrative Alors en fait, le switch, je l'avais déjà eu, mais ça a été un long périple pour que j'arrive à mon objectif. Justement, dans cette formation très généraliste que j'ai eue à l'école Bellecour, j'ai pas cité, j'ai eu des cours de scénario. Et sur mon projet de master, justement, j'avais un rôle très très narratif. En fait, j'ai écrit toute la bible du jeu, narrative et visuelle. Et j'ai beaucoup travaillé sur le lore, sur l'environnement, sur l'histoire des personnages, et ça m'a énormément plu. Et j'écrivais déjà depuis que j'ai 12 ans. J'ai sorti un livre en auto-édition, donc c'était quelque chose d'assez logique en fait pour moi. Sauf que il se trouve que narrative designer, c'est un métier, un rôle très très important, et souvent on est tout seul sur des productions, à part bien sûr dans les gros studios. Et du coup, j'ai essayé de chercher du travail à ce moment-là comme narrative designer, et ça n'a pas marché. Du coup, voilà, je me suis réorientée vers quelque chose dans lequel j'avais un peu plus d'expérience factuellement, vu que j'avais fait 4 stages, et j'ai trouvé un petit peu plus facilement. Mais déjà à ce moment-là, j'avais ce goût de l'écriture, du scénario. Mais voilà, ça a pris du temps. Et justement, pour démystifier un peu, parce qu'il y a souvent un voile de brume et de mystère qui est autour du métier de narrative designer, donc tu nous as déjà donné quelques éléments de réponse plus tôt, mais au final, qu'est-ce que tu dirais à ceux qui disent ton travail, finalement, ça va être de raconter des histoires et ça s'arrête là. Quelles sont les spécificités quand on fait de la narration pour le jeu vidéo? Alors souvent, c'est vraiment comme ça que j'explique mon métier, surtout aux personnes qui ne connaissent pas forcément l'industrie du jeu vidéo. Je vais dire, c'est scénariste, mais dans le jeu vidéo. Et c'est vrai que la grosse différence, c'est qu'en fait, au cinéma ou dans un livre ou dans une BD, le scénario va être complètement linéaire. On part d'un point A, on arrive à un point B, en passant, voilà, un point Z, en passant par B, C, D, E, F, mais dans un ordre logique et qui ne change pas. Alors que dans le jeu vidéo, en fait, on peut avoir des open world, des mondes ouverts, donc on peut passer par C, puis par D, puis par E, puis par B. On peut avoir des quêtes qu'on peut faire dans le désordre ou que certains joueurs et joueuses ne vont pas faire du tout. Donc comment est-ce que on ajuste le scénario face à justement des joueurs différents qui vont s'intéresser ou beaucoup ou pas du tout au lore de notre univers? C'est une narration plus déstructurée en fait. Oui, voilà, c'est vraiment déstructuré. Ça peut être aussi des personnages qui vont parler beaucoup aux NPC, non-player character. Je l'utilise tellement souvent que j'oublie ce que ça veut dire à la base. Ou pas du tout. Il y a aussi des jeux à choix multiples où en fonction des dialogues, il va nous arriver des choses différentes. Donc voilà, en fait, moi, mon travail, c'est d'anticiper tout ça, toutes ces possibilités, et de faire en sorte que l'expérience en fait du joueur ou de la joueuse soit la plus agréable et impactante et moving, émotionnelle possible. Voilà. Et du coup, tu travailles avec, j'imagine, pas mal de corps de métier, enfin autres corps de métier. Est-ce que tu as une journée type ou comment tu t'organises un petit peu au quotidien dans tes tâches? Alors, ça dépend énormément de
où j'en suis dans le projet, et ça dépend aussi beaucoup du projet, parce qu'il n'y a pas de journée type où genre le matin je fais des dialogues, l'après-midi je fais des fiches de personnages, le soir je recorde des voix. Donc ça dépend, oui, où on en est dans l'étape de la production. Mais mes outils, c'est souvent, moi j'aime beaucoup les Google Drive, Google Doc, Google Slide. Ceci n'est pas une promotion pour Google, mais désolé. Mais c'est vrai que j'utilise beaucoup ces outils-là. En fait, ça me permet d'avoir, c'est l'équivalent de PowerPoint, quoi, en gros, et de Excel. Où j'utilise des présentations. J'aime bien faire des slides, enfin des fiches très simples pour que en fait que je puisse communiquer très facilement à l'équipe. Ce personnage-là, il est comme ça. Ça c'est son histoire, sa backstory, son background. Et qu'il n'y ait pas 40 fiches à lire. Après, moi, je peux avoir de mon côté plus de documents, plus de lore, plus de recherches. Mais ce que je vais communiquer à l'équipe, j'aime bien que ce soit hyper synthétique parce que les joueurs ne lisent pas, l'équipe non plus. Et il faut s'en souvenir. Et après, oui, tout ce qui est les dialogues, je les mets dans des Excel, dans des tableurs. Pour tout rentrer avec les formules, la nomenclature. Voilà, c'est souvent ça mes outils. Et je sais plus si ça répond à la question. C'est parfait, c'est génial. Donc finalement, si je résume, t'as un peu ton encyclopédie personnelle de l'histoire et de ce que tu construis, et après la petite partie qui va arriver à l'équipe, d'où le métier un peu ingrat. Hein, finalement, il y a beaucoup de travail dans l'ombre. Et c'est encore pire pour ce qui arrive aux joueurs et joueuses. Voilà, c'est la micro-goutte dans un océan. Ça, c'est mon travail, ça, c'est ce qui arrive à l'équipe, et ça, c'est ce qui arrive dans le jeu. Et il y a la moitié qui lisent pas en plus. Oui. Lisez les jeux vidéo, c'est important. Voilà, les dialogues, ils ont été construits, il y a une raison à ça, et ils sont chouettes. Ou ne lisez pas si vous n'avez pas envie, parce qu'au final, un bon jeu, c'est un jeu où on a envie de lire. C'est vrai aussi. Se forcer, c'est que quelque part, il y a un souci. Voilà. Ne vous mettez pas de contraintes. J'ai joué à Firewatch récemment et purée, ça faisait assez longtemps qu'un jeu m'avait pas autant transporté et m'avait autant pas donné envie de passer à la suite rapidement. J'avais envie de continuer à discuter et d'avoir plus de dialogue. Et ça fait du bien. Mais c'est dur d'écrire un bon jeu et un jeu où on s'attache au personnage. Parce que toi, en fait, dans l'idéal, ton travail, c'est vraiment de réussir à si j'ai bien compris, à faire en sorte que genre tout soit bien coordonné, que chaque personnage, même petit PNJ, personnage non joueur du coup, ait sa propre histoire et que en fait chaque personnage ait son intérêt, enfin soit là pour une bonne raison, c'est ça. Oui, c'est ça. Je suis garante en fait que tout fonctionne, que tout soit le plus agréable possible dans l'expérience joueur. Après, mon objectif, je pense que certains narrative designers donneront cette réponse, que leur objectif c'est justement qu'on lise les dialogues. Moi, mon objectif c'est, si on ne lit pas, il faut quand même que ce soit compréhensible. Ouais. Il faut pas qu'on passe à côté d'informations hyper importantes. Et quand même donner du grain à moudre aux joueurs qui voudront justement creuser un peu plus le lore. Parce que c'est pas frustrant pour toi de, j'imagine, voir, je sais pas, tu vois des gens jouer et tu les vois passer pour skip tous les dialogues. Je pense que c'est obligé, en fait. Moi, la première, il y a tellement de jeux où j'ai passé les dialogues comme ça parce que ça me saoulait, donc tu vois toutes tes heures de travail partir en fumée. Pour moi, c'est un peu absurde de mener cette guerre-là. Mm-hmm. Et j'ai eu l'expérience en travaillant sur Ravenswatch. J'ai regardé des let's play de joueurs sur YouTube et j'ai vu plein de joueurs qui désactivaient carrément les voix ou qui parlaient par-dessus et du coup se rendaient même pas compte que les personnages parlaient. Et je me suis dit je peux encore m'améliorer et en même temps aussi d'autres fois où des personnages entendent juste une bribe de barque d'un personnage qui vient de dire quelque chose, qui fait une blague dessus et là je me dis trop bien en fait. C'est même si 90% des joueurs ils vont jouer avec leurs potes et du coup discuter en même temps et pas faire du tout attention à ce qui est dit. Au final, il suffit une petite blague à un moment qui passe bien et moi, mon taf, il est rempli, quoi. Puis il y aura toujours des complétionnistes qui seront là pour lire tous les dialogues.
Du coup, en tant que narrative designer, quelles sont les compétences que tu estimerais requises pour faire ce métier et comment on écrit un bon dialogue? Oh, c'est une question très très compliquée. Je vais essayer d'y répondre. Je dirais que il faut justement peut-être pas avoir des idées très très arrêtées sur certaines choses ou comment il faut faire certaines choses. Faut être très souple. Trouver des solutions, ne pas bloquer. Moi, je sais que j'ai tendance, je pourrais m'améliorer, j'essaye de m'améliorer là-dessus justement, où j'ai des idées des fois très arrêtées sur des choses. Et je pense que c'est une faiblesse, qu'au contraire, un bon narrative designer, c'est quelqu'un qui va être capable de dire « Ah ok, ça c'est pas possible. Viens, en fait, on trouve 5 autres possibilités pour faire la même chose, mais que ça coûte moins cher ou que ça ne demande pas de modification dans le jeu. » Et en fait, c'est quelque chose que je fais tout le temps dans mon travail parce que quand on arrive sur une production, il y a des choses qui ont déjà été décidées, il y a des personnages qui sont déjà animés, modélisés. Donc voilà, c'est faire avec l'existant, faire avec l'équipe et trouver des solutions. Et je pense que être la capacité d'adaptation, c'est vraiment quelque chose d'important. Est-ce qu'il y a d'autres choses? La communication, je pense que c'est vraiment très important. Comme c'est un métier justement où on parle à énormément d'autres corps de métier, de réussir à s'exprimer, de réussir à transmettre ces informations aussi. Voilà, c'est vraiment un challenge de dire tiens, ce truc-là très important au niveau de l'histoire, au niveau du lore a changé. Il faut que toute l'équipe soit au courant parce que sinon il y a peut-être un objet, il y a peut-être un personnage qui à un moment va être impacté par l'ancien choix. Et moi mon rôle c'est justement que tout fonctionne ensemble, donc il faut que tout le monde soit au courant d'un maximum d'informations, en tout cas les informations clés, il faut que tout le monde le sache. Pourquoi aussi j'ai pris cette décision-là? Pourquoi l'équipe a pris cette décision-là? Donc la communication, donc voilà, flexibilité, communication. Ça va faire une devise, flexibilité, adaptation, communication. Ouais, c'est ça. Si, du coup, dernière chose, mais c'est aussi lié à mes engagements politiques et militants. Je pense que c'est un rôle assez clé, en fait, narrative designer dans une équipe pour amener justement des thématiques qui peuvent tenir à cœur, comme l'inclusivité, par exemple. Donc je pense que c'est une qualité d'être curieux d'une manière générale sur un peu tout en fait, de se nourrir de plein d'œuvres quelles qu'elles soient. Je me souviens d'un prof à l'école qui nous disait allez au théâtre, parce qu'on n'y pense jamais, ou au musée. On a plutôt tendance à jouer à des jeux quand on travaille dans le jeu vidéo, mais en fait tout ce qui peut être artistique peut nous nourrir. Et en particulier, moi, je suis très engagée militante féministe, antiraciste et LGBTQIA+, aussi sur le validisme. Enfin voilà, toutes ces luttes là. Et je pense que c'est vraiment important d'être informé, surtout si on en parle dans le jeu sur lequel on travaille, de le faire bien. Et je sais pas, basiquement, d'écrire un personnage féminin, de pas écrire un personnage stéréotypé, ou qui va dire des absurdités, ou des choses sexistes. Voilà. Ça me paraît évident en le disant, mais en fait, je pense que c'est quand même important de le dire. C'est important de le dire et c'est important de le faire aussi. Et imaginons que tu devais conseiller des personnes qui voulaient se lancer justement dans le milieu du narratif. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil pour eux, justement, commencer ce métier? Courage. Patience. Et patience, oui, de la patience. C'est quand même un métier assez ingrat dans le sens où il y a peu de place, comme on dit, beaucoup d'appelés pour peu d'élus. C'est très rare que des juniors soient embauchés. Moi, ça m'a pris 6 ans pour réussir après 6 ans d'expérience dans le jeu vidéo, à différents postes très très variés, de réussir à enfin devenir narrative designer. Et souvent, dans les équipes, il y a un narrative designer et c'est assez rare qu'il y en ait plus. Il y a des contre-exemples. Arcane, je crois qu'ils sont 5 ou 6. Mais dans plein de jeux, en fait, il y a pas du tout de narrative designer. C'est un rôle qui peut être endossé par le game designer, par même des fois le level designer ou le creative director.
Je mets tout masculin, c'est terrible. Le ou la créative directeur. Et en plus, je suis dans une équipe où il y a beaucoup d'hommes, donc je visualise à chaque fois un homme, c'est terrible. Mais espérons que les choses changent et qu'il y ait plus de femmes dans l'industrie du jeu vidéo. Bien. Ce serait vachement bien. Et du coup, le conseil que je donnerais, c'est de s'accrocher, de pas hésiter à passer par des chemins détournés comme ce que j'ai fait, d'en apprendre un maximum sur l'industrie du jeu vidéo. Et aussi, en fait, je vois beaucoup de narrative designers qui viennent du journalisme ou de l'écriture plus traditionnelle. Et je pense que ce qui leur manque, c'est justement ce côté jeu vidéo, interaction, compréhension du médium. Et donc, jouer. Il faut jouer. C'est un super conseil, ça. Il faut jouer. Oui. On va peut-être passer à des questions un petit peu plus détaillées. Donc, tu nous as parlé de tes nombreuses expériences et on a vu que je crois que tu étais passé par pas moins de 13 studios, si je me trompe pas. 13 ? Vraiment ? Je crois quand on a fait le compte, tu es arrivé à 13. Oh, wow. J'ai jamais compté, mais c'est pas impossible, ça me paraît énorme. En tout cas, nous, on était super impressionnés. Okay. Et est-ce que tu as des jeux ou des expériences qui t'ont marqué plus que d'autres et que tu auras envie de nous partager ? C'est difficile de répondre parce que chaque expérience est très différente et m'a apporté des choses très différentes. Je me souviens à Artefact, du coup, j'étais infographiste 3D, j'ai bossé sur au sein du studio, même en 2 mois, j'ai travaillé sur, je crois, 4 projets différents. Mais ça m'a beaucoup plu et le fait d'avoir travaillé sur La Horde du Contrevent aussi, c'était une super expérience. C'est un livre que j'adore, donc forcément, j'ai un peu le cœur brisé que ce projet ait été avorté. J'ai travaillé sur The Crew 2. Ça, c'était... En vrai, c'est tellement une chance aussi d'avoir eu autant de projets qui sont sortis, parce que je parle de La Horde du Contrevent, mais au final, je vois certaines personnes qui ont écrit projets non annoncés ou projets avortés dans leur CV énormément. Et moi, j'ai cette chance de pouvoir dire, j'ai travaillé sur The Crew 2, j'ai travaillé sur Ravenswatch, j'ai travaillé sur Legend of Keepers. Ou Aetheris, et puis bientôt, j'espère, le projet sur lequel je travaille actuellement. Donc ça, c'est vraiment une chance de pouvoir montrer et parler de ces jeux-là. Dans ceux que j'ai cités, Legend of Keepers, c'est un jeu qui m'a pas mal formée, je dirais, parce que c'est vraiment le jeu où j'ai commencé à m'affirmer en tant que narrative designer, même si j'avais pas ce rôle-là. J'ai réussi à grappiller des tâches qui étaient en lien avec la narration au final. Par exemple, en m'occupant des trailers, en fait, c'est moi qui écrivais le texte du trailer et c'est moi qui ai recruté les comédiens de doublage pour faire les voix et qui ai supervisé l'enregistrement des voix. Et ça, d'avoir le trailer qui est posté sur YouTube, les gens qui voient et qui disent ça a l'air super intéressant, l'histoire a l'air intéressante ou la voix est géniale. Ça nous emporte, ça nous transporte dans un autre univers. Ça c'était mes premières expériences de retour en lien avec la narration. Et c'était assez fou comme expérience. Je dis l'une des premières, mais en fait avant ça, j'ai travaillé sur Albert plus Zoé, mais le jeu n'est pas fini, n'est jamais sorti. Même si je crois qu'il y a des vidéos qui sont trouvables sur YouTube. Et ça aussi, c'était génial de voir les dialogues que j'ai écrits implémentés dans le jeu. On peut jouer au jeu et on a les personnages qui interagissent. C'était vraiment top. Après, il y a plein de game jam aussi que j'ai fait. Enfin, donc ouais, j'ai pas une expérience en particulier qui sublime toutes les autres. Je dirais que j'ai appris des choses différentes de chacune de ces expériences. Et finalement, t'adores en fait quand l'histoire prend vie enfin sous tes yeux et qui récompense. C'est magique. En fait c'est comme écrire sur du papier et voir les acteurs jouer son texte. Ou au théâtre, enfin voilà, c'est quand c'est incarné en fait, c'est magique. Ouais. Et avec juste petite question, avec toutes ces expériences différentes, est-ce que tu trouves toi personnellement qu'il y a des types, des styles de jeux qui sont plus difficiles à appréhender en tant que narrative J'ai beaucoup travaillé sur des roguelikes et je dirais que c'est un type de jeu qui est assez difficile. Sur Ravenswatch, du coup, c'était pas évident de penser tout le système de manière à ce que si c'est la première fois qu'on joue au jeu ou si c'est la 200 millième, il faut que l'expérience soit quand même intéressante, il faut qu'elle soit
cohérente par rapport à là où en est le joueur. Il faut que les personnages disent encore des choses nouvelles. Il faut pas réavoir les mêmes choses. Et aussi, on peut pas raconter les mêmes choses. Donc, je trouve que c'est vraiment challengeant, les roguelikes. Là où, oui, sur quelque chose de plus linéaire, on peut un peu plus suivre la progression du joueur et dire, en fait, à telle étape, il va comprendre ça, à telle étape, va y avoir tel événement important, on va rencontrer tel NPC, telle révélation, et voilà, je trouve ça un petit peu plus facile et plus similaire, enfin, plus facile. C'est des challenges différents. Mais disons que ça se rapproche plus des médias traditionnels comme voilà le cinéma, le livre, etc. Là où le roguelike vraiment embrasse cet aspect jeu vidéo et bordélique d'une certaine manière parce que interaction, parce que on ne sait pas ce que va faire le joueur ou la joueuse. Parce que t'as le truc d'avoir les missions du joueur qui sont répétitives comme il recommence, mais il faut que l'expérience elle soit toujours nouvelle quoi, c'est ça. C'est ça, ouais. Ok, c'est vrai que ça doit être assez compliqué. C'est assez compliqué. Mais un jeu comme Life is Strange aussi, je pense, est assez compliqué à imaginer parce que il faut que en fait l'expérience joueur soit à chaque fois intéressante, peu importe les choix qu'il va faire, et donc de réussir à aussi donner cette impression de liberté, de plein de possibilités, alors qu'au final on peut pas non plus partir dans toutes les directions possibles. Si à chaque fois qu'on fait un choix, c'est un nouveau jeu qui s'offre à nous, en termes de production, c'est pas possible. Donc ce challenge de donner une impression de liberté, de choix, que nos choix ont un impact, c'est littéralement ce qui s'écrit dans Life is Strange. Votre choix, ceci. Ah non, c'est pas votre choix aura un impact. Mais oui, je vois exactement. C'est la petite phrase de il s'en souviendra. Ou votre choix aura une conséquence. Ce choix aura une conséquence. La menace déguisée. On dirait que t'as fait un truc de fou. Tu dis oh non, ça y est, c'est genre tu dis là c'est le choix. Je peux plus revenir en arrière. Il y a un personnage qui va mourir, horrible. Mais c'est vrai que ce côté avoir tellement d'embranchements différents, ça doit être super compliqué en narratif de vraiment donner l'impression que tu fais différent, mais en même temps, faut quand même coller à la trame parce que tu peux pas faire non plus 28 fins différentes, quoi. Ça doit pas être simple non plus. Ah les arbres scénaristiques où justement ça part comme ça, puis hop, ça se resserre, ça repart, ça se resserre. Ok. Une autre démystification finalement du métier, c'est qu'il faut aussi un peu aimer finalement construire des espèces d'arbres de probabilité qui vont dans tous les sens. Et donc c'est pas que l'aspect littéraire, il y a aussi un petit aspect entre guillemets logique qu'il faut bien maîtriser pour pas se tromper quoi. Oui, c'est vrai que je l'ai pas cité dans les outils que j'utilise, mais YED c'est aussi un outil que j'utilise pas mal. Ça permet de faire des boîtes en fait typiquement d'arbres qui se rebranchent, débranchent, rebranchent, partent dans tous les sens. Et je l'ai beaucoup utilisé sur Aetheris, sur lequel j'ai travaillé quand j'étais chez Wildwit Studio. Et du coup de prévoir, si jamais on part dans cette direction, ok, il se passe ça, mais du coup ces deux solutions-là reviennent sur une même branche, et de donner l'impression que nos actions ont des conséquences, mais que ce soit quand même faisable en termes de production. Et que ce soit des conséquences logiques aussi. Et des conséquences logiques, ça c'est vraiment le métier de narrative designer pour moi, c'est d'assurer cette cohérence-là, qu'on n'ait pas un moment, on a tué un personnage, et juste après, il revient. Hey, ça va? Ressuscite. Souci. Je t'ai pas vu mourir la scène d'avant. C'est vrai que Life is Strange, j'ai adoré ce jeu. Il était incroyable. Ouais. Et du coup, alors je te repose une question que je crois que j'ai déjà posée, mais je sais plus si tu m'avais répondu. Comment on écrit un dialogue en fait qui paraît crédible aux yeux du joueur et qui fait pas un peu personnage très bizarre au milieu d'un monde qui lui ressemble pas? C'est très dur de répondre à cette question en vrai. Comment est-ce qu'on écrit un bon dialogue? Je pense que si j'avais la réponse parfaite en 2 minutes, je serais très riche. Je pense que déjà, il faut bien connaître son personnage. Il faut bien connaître le lore, le contexte, parce que évidemment, si c'est un jeu qui se passe dans un univers médiéval fantasy, le personnage va pas parler du tout de la même manière que si on est dans de la science-fiction ou si on est dans du contemporain. Je pense qu'il faut aussi avoir une forme d'empathie pour vraiment pouvoir se mettre à la place du personnage et se dire en effet, si le personnage, toute sa famille vient d'être tuée, il vient de galérer à traverser le désert. Je suis très désert en ce moment. Et il a soif, je sais pas.
et à ce moment-là, il vient de tomber sur une personne qui a de l'eau. Et ben, faut réussir à se mettre dans la peau du personnage et se dire, ok, logiquement, il va peut-être pas lui dire ah, bonjour, comment est-ce que ça va. Il va peut-être être un peu fatigué, éreinté par les derniers événements. Il va peut-être penser à sa survie et en même temps peut-être que l'autre va vouloir l'agresser. Donc, je suis en plein en train de regarder la série Fallout. Donc, je pense que c'est ça, le désert, la survie, l'eau. Oui, enfin voilà, faut de l'empathie, du contexte, de la curiosité, encore une fois, je pense. Ce qui m'amène à une autre question, et après, je te rends la parole, Pauline. Justement, tu parles d'empathie avec les personnages, et quand on écrit le pire méchant du monde, qui est absolument horrible et ignoble avec toutes les autres personnes, est-ce qu'on doit l'aimer quand même, ou est-ce que c'est pas obligé et on peut avoir une autre relation avec ce personnage-là, justement? Je suis désolée de ma réponse d'avance, mais j'adore écrire les personnages horribles. Allez, enfin, je sais pas si c'est forcément les personnages horribles, mais les personnages qui sont un peu agressifs, un peu pince sans rire, ou ceux qui vont justement donner des petites piques. Ah, ça c'est sur la Reine des Neiges de Ravenswatch, qui est un personnage qui est évidemment très froid, qui est très agressif avec les autres, qui est très cinglant. C'était un bonheur. Alors c'est pas moi qui ai écrit tous les dialogues, j'ai travaillé avec 2 writers, Kurt et Kali de la société Tailspin, et à qui revient le mérite de ces dialogues qui sont incroyables. Mais j'ai quand même écrit une petite portion des barks de ce personnage, et en fait à chaque fois j'écrivais certains dialogues pour donner l'intention, le contexte, la taille du texte, en fait pour vraiment avoir un input. Je réalise que je ne sais pas traduire input. Une intention. Moi non plus, je crois. Oui, je traduirais par intention aussi. Pour un peu expliquer en fait aux écrivains, aux writers, quelles sont les contraintes en fait de ce dialogue-là. Et il y en a certains qui sont restés au final dans le jeu. Mais oui, c'était un bonheur d'en écrire cette petite partie et puis de lire ce qui a été écrit par les writers. Donc, je sais plus c'était quoi la question. Est-ce qu'on est obligé d'aimer ces personnages? Est-ce qu'on est obligé de les aimer? Même quand ils sont... Je sais pas si on est obligé, mais moi, personnellement, je crois que chaque personnage sur lequel je travaille, il y a une part de moi qui l'aime bien. C'est si beau. Il y a un type de personnage que tu préfères écrire, ou c'est vraiment les méchants, ou c'est vraiment, il y a un style de personnage, quand tu dois l'écrire, t'es en mode trop bien, là je vais kiffer quoi. On va avoir l'impression que j'aime travailler que sur les méchants. J'adore quand ils sont sombres et qu'ils tuent des gens. Je pense que j'aime particulièrement, en fait, écrire des personnages qui sont challengeants. Mm-hmm. Donc ça peut être, en fait, des méchants, écrire un bon méchant ou un personnage... Enfin, un méchant, ça veut un peu tout et rien dire, mais un personnage qui peut être vu comme négatif, je trouve ça particulièrement challengeant et intéressant. À chaque fois, du coup, j'essaye de faire des recherches quand, par exemple, le personnage il a une folie, je sais pas comment dire ça, mais une neuroatypie qui fait que par exemple, ça peut être un sociopathe ou manipulateur. Et du coup, je vais faire beaucoup de recherches là-dessus pour que ce soit bien écrit et que ce soit justement pas stéréotypé. Genre, il est juste fou, il prend des décisions débiles. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ou des personnages inclusifs. Ça veut un peu tout rien dire, mais là en ce moment, je travaille pas mal sur un personnage noir. Et je trouve ça super intéressant en fait de me dire, ok, en quoi ça impacte son expérience dans notre univers, dans notre contexte. Il faut que le personnage soit cohérent, qu'il soit bien écrit, qu'il soit pas stéréotypé, que des personnes noires puissent s'identifier, c'est encore mieux. Enfin voilà, c'est en fait tous les personnages un peu qui sortent de l'ordinaire, je dirais, et qui, bon, en fait, ouais, peut-être un peu tous les personnages. C'est pas dur du coup de réussir à écrire un personnage qui te correspond pas forcément, enfin de te mettre dans la peau du personnage pour l'écrire. Comment tu t'y prends un peu
notamment pour les méchants, parce que j'imagine que t'es pas méchante comme ça de base, donc ça doit être dur de se mettre dans la peau Je du cache personnage. très bien mon jeu. Tous les gens énervants au quotidien. Ouais. Elle s'inspire de tous les gens qu'elle déteste et dans un personnage. Je pense qu'on met un peu de soi, en fait, un peu dans tous les personnages qu'on écrit. Et j'espère être quelqu'un d'assez complexe pour pouvoir justement mettre des bouts différents et écrire des personnages différents. Je pense que si on écrit un personnage qui nous ressemble à 100%, ça peut être intéressant, ça peut être une forme d'introspection, de psychothérapie, ça peut être très bien. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment justement quand je me confronte à quelque chose que je ne connais pas, qui me demande de faire des recherches. Des fois, ça me prend une semaine où je vais en parallèle d'autres tâches. Si jamais mes patrons m'entendent, comment ça, une semaine? Que des recherches, une semaine. Que des recherches. Non, si, en vrai, le travail de recherche est vraiment très important et il est sous-estimé. Mais oui, moi, c'est vraiment, ça m'intéresse de fou de faire plein de recherches pour que mon personnage il se base sur des vrais témoignages, sur des vrais personnages, sur des vrais gens, leur façon de parler, leur expérience, ce qu'ils ont traversé. Ouais, ça me pousse en fait à apprendre plein de choses et ouais, moi, je trouve ça merveilleux justement d'être forcée à être curieuse. Et du coup, tu mets le doigt sur quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire le processus créatif, ça prend du temps et parfois il faut aussi avoir le temps de laisser cogiter les choses et tout ça. Donc c'est intéressant parce que toi tu nous dis que tu fais des tâches en parallèle, mais ça fait quoi de revenir éventuellement une semaine plus tard sur quelque chose qu'on a écrit dans l'euphorie et de se dire quel stade on est, qu'est-ce que ça devient, est-ce qu'on garde pas? Oh là, ça, modifier ce que j'ai fait précédemment, ça m'arrive presque tous les jours. En fait, tant qu'au niveau production, il n'y a pas des choses de définitives, je pense que voilà, faut se faire une raison, ça va arriver tout le temps. Là, typiquement, je travaille aussi sur la fin du jeu, comment ça va se passer à la fin. Et j'ai eu une idée, alors j'espère qu'elle est bonne, mais il y a des choses qui vont changer justement par rapport à ce que j'avais imaginé au tout début. Et en fait, je pense qu'il faut pas bloquer en se disant bah non, c'est ça qu'on a prévu. Si en fait ça marche mieux et que ça implique de modifier des choses que j'ai déjà écrites, bah c'est pas grave. Il faut tout le temps refaire. Donc je pense que c'est important d'être capable de revenir en arrière, de se remettre en question. Et ce qui est pas évident aussi, je trouve, c'est de tout avoir en tête. Parce que, en fait, sur une production, même là, je suis depuis 6 mois chez Dotemu, et il y a des choses que j'ai oubliées. Donc je me dis, les personnes qui travaillent depuis 6 ans sur le même jeu, de savoir ce que tu as écrit il y a 6 ans sur un personnage, de revenir dessus, si tu as 200 NPC... celui-là, c'est qui déjà par rapport à un tel, de réussir à garder une trace de tout cet univers, c'est vraiment assez complexe. Moi, j'ai la chance d'une certaine manière, d'avoir travaillé sur des projets à plus petit budget, plus petite envergure. Donc, tout est à peu près encore là-dedans. Mais ouais, de garder tout en tête pour que justement tout soit cohérent, être capable de revenir en arrière et que tout soit connecté. Et j'ai encore oublié, c'était quoi ta question à la base? Processus créatif? Ouais, le temps qu'il faut laisser au processus créatif. Ah oui, je voulais dire autre chose là-dessus. Là où je trouve que c'est pas évident, c'est que les narrative designers sont souvent appelés en cours de production. Et là où je trouverais ça vraiment intéressant d'avoir ce rôle-là qui arrive plus tôt, qui puisse faire ce travail sur le world building, sur le lore, pour que tout soit vraiment structuré dès le départ. Là où j'ai eu beaucoup plus l'expérience de un peu sauver les meubles et ok, donc là il y a ça qui se passe dans le monde, il y a ça, il y a aucune raison que ça fonctionne, mais on va quand même trouver. Et ouais, j'ai souvent eu ce rôle-là en fait de trouveuse de solutions. J'ai l'impression que c'est inhérent au travail de narrative designer. Mais c'est vrai que j'espère un jour arriver un peu plus en amont sur la production pour avoir plus de temps justement pour développer ce
tout cet univers, tous ces personnages, tout. Parce que finalement, si on fait une comparaison, c'est un peu comme si tu faisais un pas de côté dans un monde parallèle et que d'un coup, tu devais résoudre tous ces problèmes comme si t'en faisais partie depuis ta naissance, quoi. C'est ça. Et c'est marrant parce que dans d'autres milieux, ça paraîtrait fou, en fait, de commencer un film sans avoir le scénario. Ça doit arriver, en vrai. Ça doit arriver. Mais de se dire, on a déjà les acteurs, on sait que à un moment, on a tout qui s'effondre, à un moment, il y a une boule qui passe, et des pièges avec des pics, et puis à un moment, il y a un vaisseau spatial, et à un moment, il y a une tuerie de masse. Ok. Mais il n'y a pas de scénario. Non. D'accord. Alors, comment on va faire pour que tout ça, ça fonctionne ensemble? Ouais, c'est souvent ça. Et t'as vraiment des gens qui font un tas d'événements, qui t'appellent et qui font, bon, on a tout ça, c'est produit, il faut que tu les assembles, quoi. Oui. Ouais, c'est un peu faire une recette de cuisine, t'as pas la recette, mais t'as juste les ingrédients, et on te dit mélange tout et fais-nous un truc, quoi. C'est un peu ça. Ok. Il faut que ce soit bon à la fin. Et il faut qu'à la fin, ça marche bien. Mais je pense que ces derniers mois, dernières années, j'ai un petit peu fait le deuil aussi de la cohérence parfaite. Je sais pas si c'est le cas de beaucoup de narrative designers, mais il y a des choses où en fait je ne trouve pas de solution. Et je pense que c'est bien aussi de hiérarchiser la gravité en fait. Et il y a des choses sur lesquelles je serais intransigeante parce que vraiment, si c'est l'histoire, si c'est le fondement de l'histoire du jeu et qu'à un moment on le respecte pas, bah tout s'effondre. Et à côté, il y a des petites choses. Bah, il y aura pas forcément de solution et c'est pas très très grave. C'est la magie du mystère. C'est la magie du mystère. Pam, c'est magique. Et pourquoi c'est magique? Et sinon, pour ressortir un petit peu de sortir un petit peu de cette casquette de narrative designer, on a vu que tu étais pas mal engagée, notamment dans Women in Game. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus? Oui, tout à fait. Women in Games, déjà, c'est une association qui promeut la mixité dans le jeu vidéo. Je fais aussi partie d'Afro Gamers, mais c'est vrai que je suis depuis beaucoup plus longtemps chez Women in Games et j'ai fait plus d'actions. Mais c'est deux associations que je soutiens énormément. Et heureusement qu'elles existent. C'est triste qu'elles aient besoin d'exister. Mais voilà, je travaille chaque jour pour qu'elles n'aient plus besoin d'être là. Women in Games, ça fait, je sais plus, 4 ou 5 ans que j'en fais partie. J'ai fait pas mal de projets avec cet asso, des interviews, des tables rondes. J'ai organisé des événements aussi, un 8 mars notamment. Il y avait un autre événement, j'ai oublié le nom, c'est Créatrices et Responsables, où on a parlé de l'écologie en lien avec le jeu vidéo. Et est-ce que c'est possible de faire des jeux écolos? C'était super intéressant. J'ai cette énorme qualité, je sais pas si on peut appeler ça une qualité, mais cette énorme chance d'avoir beaucoup de contacts dans le jeu vidéo. J'essaye de m'en servir à bon escient et de justement réunir les personnes pour parler de plein de thématiques différentes. Et ouais, voilà, j'essaye d'œuvrer pour que le monde change dans la bonne direction et à mon petit niveau. Voilà. Ce qui est beau. Et tu as aussi donc une expérience de streameuse. Tu es devenue un peu un personnage public au travers de cette expérience. Est-ce que tu as envie de nous en parler? Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Le stream Twitch, j'ai commencé il y a 7 ans maintenant, je crois. Tout simplement, je sortais avec un streamer YouTuber et en fait, il m'a dit mais pourquoi tu fais pas ta propre chaîne? On en a fait ensemble des vidéos et ça m'a beaucoup plu et je me suis lancée. Et en plus, j'ai eu, voilà, je parle beaucoup de chance aujourd'hui, mais j'ai eu cette chance, c'est vrai, de démarrer en fait avec sa notoriété, sa communauté qui était extrêmement bienveillante aussi. Donc il y a plein de témoignages que j'entends en fait sur des streameuses qui ont commencé et que c'était très dur. Moi, c'est vrai que directement j'ai été propulsée. Je crois que j'ai eu le rôle Twitch partner en fait dans les semaines qui ont démarré mon expérience. Donc vraiment c'était genre tiens, prends cette couronne et et va dans le bain. Donc c'était j'étais extrêmement privilégiée. Et je crois que j'ai démarré mes premiers streams, on était 200 ou 300, donc c'est
colossal. Et après, évidemment, j'ai redescendu. J'ai eu une période où j'ai arrêté, j'ai repris. Là, en ce moment, j'ai de nouveau arrêté. Je sais pas si je reprendrai. Je me suis pas trop mis de contraintes. Donc ça aussi, je pense que c'est une très bonne chose. Là où, quand on veut vraiment que ça marche, en général, c'est bien de se mettre des contraintes, de se dire il faut streamer tous les temps, pas de prendre de vacances. Si vraiment on veut que sa chaîne décolle, souvent, voilà, il y a des méthodes comme ça de productivité où on est obligé de passer par ça. Moi, je me suis pas vraiment mis de contraintes. J'y suis un peu allée au feeling. Je suis allée dans plein de directions différentes. J'ai fait du jeu vidéo, du talk show. J'ai lancé mon émission. J'en ai lancé plusieurs. Il y en a certaines que j'ai fait 3 épisodes puis j'ai arrêté. Pareil pour les vidéos YouTube. J'ai parlé de cinéma d'animation. Et puis en fait, j'ai arrêté alors que ça avait super bien marché. J'ai fait des tutos, j'ai appris c'est un tuto pour apprendre à jouer au jeu de cartes Pokémon qui a explosé sur ma chaîne, je sais plus si c'est à 500, non, peut-être pas 500, mais ça a dépassé le 100 000 vues, peut-être 200 000, quelque chose comme ça. Donc c'est colossal et j'aurais pu totalement capitaliser là-dessus, mais en fait, je me suis dit non, j'ai envie de juste faire ce que j'ai envie de faire. Donc en termes de stratégie, c'était peut-être pas le mieux. Mais ce qui est cool, c'est que voilà, je me suis jamais forcée à faire quelque contenu que ce soit et je me suis fait plaisir en fait, je pense. Donc ouais, toute cette expérience Twitch, YouTube, c'était vraiment génial. J'ai une super communauté. Je parle au passé parce que je sais pas du tout si je vais reprendre, mais j'essaye de justement pas me mettre cette culpabilité en me disant il y a des gens qui te demandent si tu vas reprendre, quand est-ce que tu refais des lives, quand est-ce que tu refais des vidéos. Eh ben, quand j'aurai envie. Oui, si je comprends bien, finalement, pour toi, il faut que ça reste un espace de plaisir et d'expérimentation et pas de burn-out. Et en fait, ça se comprend très bien. Oui, carrément. Et du coup, tu nous as ramené un objet. Est-ce que tu peux peut-être, enfin même plusieurs objets en fait. Oui. Est-ce que tu peux peut-être nous les présenter et expliquer pourquoi tu les as apportés? Oui. Alors, le premier objet, c'est mon casque de patin avec plein d'autocollants. Il y a Fantôme Fâché là qui est une BD. Je vous encourage à aller suivre Aurélien Fernandez. J'avais pas prévu de lui faire sa pub, mais c'est trop tard. Et ouais, le patin, c'est quelque chose de super important dans ma vie. Je pense que c'est bien aussi d'avoir des loisirs pas que jeux vidéo. C'est vrai que j'ai tendance à voir des CV où dedans il y a marqué qu'est-ce que vous aimez, les jeux vidéo. Oui, c'est bien, en vrai. Je ne me moque pas. Moi aussi, j'adore les jeux vidéo et je pense que enfin, ça me paraît même évident, en fait, de travailler dans ce milieu-là et d'aimer les jeux. Mais pas que. Voilà. Je pense que c'est bien aussi de se nourrir de plein d'autres choses et pas que aussi du divertissement. Et donc ouais, moi, vraiment, le patin, c'est quelque chose qui me permet de m'aérer la tête, qui me challenge. Et il y a ce truc un peu magique aussi au patin à roulettes qui est, en fait, ça nécessite pas une forme physique démentielle, ça nécessite de la technique et de la confiance. Et enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et il y a plein de fois en fait où je me suis retrouvée en haut de la rampe et en fait, juste le moment où on arrive à déconnecter son cerveau et à dire allez, je me lance, et qu'on réalise qu'on en est capable et qu'on réussit à faire le trick, la figure qu'on voulait faire. Et on se dit mais en fait voilà, c'était juste, il fallait juste que je reprogramme mon cerveau et que je lui dise maintenant lance-toi. Et je pense que c'est un super apprentissage de confiance en soi, de dépassement de soi, en fait, de se dire depuis le début mon corps était capable, juste mon cerveau bloquait et il suffisait que je me jette à l'eau. Et donc ouais, le patin est quelque chose de très important dans ma vie. Et puis c'est aussi un sport féministe, je pense à la base. Il a été beaucoup, il a été créé comme ça en fait. C'est un sport, surtout le roller derby. Pardon, je dis le patin, mais le roller derby est un sport
réservé aux femmes à la base, même si en France c'est des équipes mixtes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste le roller derby? Parce que là, j'imagine peut-être qu'il y en a qui s'imaginent voilà, des nanas en jupe rose en train de patiner au gré du vent au bout printemps, alors que c'est pas tout à fait ça, il me semble. Mais même j'entends ce que tu dis sur le roller derby, ça me fait penser aussi au patinage artistique, c'est un peu cette idée de petites fleurs qui dansent sur la neige, mais alors que au final, pareil, le patinage artistique, c'est tellement dangereux, technique, demandeur, fatigant, exigeant, ouais. De toute façon, globalement, les sports dits féminins, il y a souvent cette idée de un peu c'est facile, c'est un peu ringard, un peu ridicule. Et alors que la natation synchronisée, je pense pas que ce soit si évident que ça non plus aussi. Je comprends pas. Rester statique dans l'eau, moi je trouve pas ça dur. Ah oui, c'est beaucoup sous-estimé. Oh, quand on voit aussi le football féminin, à quel point c'est ridiculisé, alors que c'est incroyable. Enfin, et qu'on a une super équipe. Globalement, tous les sports comme ça de ballon, d'équipe, même le handball, le volley, dès que c'est féminin, c'est non, regarde pas, c'est féminin, forcément, elle court moins vite, elle tape moins fort. Enfin, truc de fou. Oui. Alors donc moi je fais pas de roller derby, mais c'est les mêmes rollers en fait. Enfin c'est pas exactement. On va rentrer dans les choses assez précises, mais c'est pas exactement les mêmes rollers, mais c'est ce qu'on appelle les rollers quad. Donc en fait c'est les roues qui sont en 2 par 2 et non pas les 4 alignés. Moi je fais plus du skatepark. Donc j'ai des cours de skatepark pour apprendre à descendre les rampes, faire des figures, tout ça. Des tricks. C'est ça, mais du coup le roller derby c'est du sport d'équipe, voilà, je ne sais plus combien c'est, ça doit être du 8 contre 8, quelque chose comme ça, avec la jammeuse qui... Non, en fait, je vais pas m'aventurer à expliquer les règles, c'est assez compliqué, mais normalement c'est fait dans une piste qui est incurvée, donc... Voilà, les équipes tournent comme ça en rond. Et en France, je crois qu'on n'a pas les vrais stades, donc c'est fait sur du plat. Mais c'est tout aussi impressionnant et c'est très violent, le roller derby. Très agressif, très bourrin et très rapide aussi. Et pour ceux qui voudraient en apprendre plus, je crois qu'il y a une super série TV sur France TV / qui parle de roller derby et qui explique en détail les règles en suivant de manière documentaire des équipes. Ça vaut le coup aussi. Mais peut-être tu peux nous présenter les livres que tu as ramenés alors. Hop là. J'ai ramené 2 livres qui sont un peu mes bibles. Je dis ça, mais je les ai jamais lus en entier. J'ai un peu honte. Parce qu'en fait, je les aborde pas comme des livres, je les aborde comme plus des dictionnaires d'une certaine manière. En fait, à chaque fois que j'ai une question sur un sujet en particulier, je vais chercher les réponses à mes questions. Je pense que c'est important, ouais, d'avoir des outils quand on bloque sur quelque chose, d'aller chercher sur YouTube, d'aller chercher une masterclass, d'aller poser des questions aussi aux personnes qui occupent le même poste, ou d'aller chercher dans un livre. Et moi, ces 2 livres-là m'ont beaucoup aidé, ont répondu à beaucoup de mes questions. Donc voilà, je les conseille, je les remontre. Video Game Storytelling et The Game Narrative Toolbox. C'est ça. Voilà, il y en a plein d'autres sur le narrative design. Certains que je ne connais pas, mais en tout cas ces 2-là ont beaucoup jalonné mon parcours. Donc ils sont recommandés et validés, c'est important. Peut-être que pour conclure, tu pourrais nous en dire un peu plus sur tes prochains objectifs ou projets, que ce soit pro, perso, quelque chose dont tu as envie de nous parler. Yes. Et ben récemment, j'ai mis la touche finale à un scénario de jeu de rôle que j'ai écrit. Cool. Et alors c'est un projet de jeu de rôle / jeu de société. Je sais pas exactement comment le situer parce que ça va être une boîte imprimée avec les scénarios papier. Et il y a des cartes à jouer aussi, donc ça s'éloigne un petit peu du jeu de rôle classique, même si ça reste, voilà, on incarne un personnage et on résout une forme d'énigme. Alors c'est pas une énigme, en fait, ça s'appelle The Heist. Voilà, si jamais vous voulez regarder. C'est le principe d'un casse où on est une équipe et on doit voler un objet. Donc c'est voilà dans la vibe Ocean Eleven, tout ça. Et donc j'ai écrit un des scénarios et j'ai très hâte d'avoir la boîte en main et de voir mon scénario avec mon nom. Je vais l'encadrer quelque part. Je suis très fière. Et ce projet, il a duré assez longtemps. Je crois que c'était il y a 3 ans que Théo Rivière m'a appelé pour écrire un scénario. Donc ça a mis beaucoup de temps à écrire le scénario et puis que le projet se fasse, que le Kickstarter soit fini.
D'ailleurs, je sais pas si je crois pas que ce soit un Kickstarter, c'est peut-être un Ulule ou je me souviens plus, pardon. Ou un KissKissBankBank. Bref, une campagne de financement participatif. Et en fait, c'est vraiment ce projet-là qui m'a permis de faire la transition officielle de marketing artiste, qui était le poste que j'occupais à l'époque, à narrative designer. J'avais déjà travaillé sur pas mal de projets, j'avais fait du freelance, j'avais écrit des dialogues, mais j'avais jamais eu ce rôle dans une boîte à plein temps. Et le fait qu'on me fasse confiance pour écrire un scénario sur un projet de cette envergure avec des gens dont c'est le métier, qui écrivent des scénarios depuis toujours, d'un coup je me suis sentie validée en fait. J'ai eu l'impression d'avoir ma place dans cette entreprise-là, dans ce monde-là. Et donc ouais, je pense que quand je vais recevoir la boîte, ça va me faire quelque chose. Pour terminer, est-ce que tu as une petite recommandation que tu pourrais nous faire, quelque chose auquel tu joues ou que tu as regardé récemment, que tu as envie de partager avec nous? Eh ben, je viens de finir Firewatch, que j'ai adoré. Juste avant ça, j'ai joué à Chains of Sennar, qui est une dinguerie. J'ai tardé à me mettre les mains dedans et en fait, ouais, c'est tellement parfait, quoi. Même visuellement, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop, mais moi c'est, enfin voilà, les couleurs, l'univers, ça m'a vraiment transporté. Puis le gameplay, d'essayer de comprendre l'autre, je trouve que ça véhicule des choses vraiment super intéressantes. Et puis ça reprenait un peu des mécaniques similaires à Outer Wilds, qui est vraiment mon jeu du cœur. Donc ouais, si jamais quelqu'un m'entend, qui fait partie du jeu vidéo, qui n'a pas joué à Outer Wilds, vraiment c'est un incontournable pour moi. Et ouais, c'est déjà pas mal. Parfait. Et toi, Pauline, est-ce que tu as des recommandations? Waouh, on me prend de court. Pas tant, hein. Moi, en fait, c'est horrible parce que je joue plus aux jeux vidéo depuis que j'ai commencé les études. Oh non! Je saurais même plus quoi dire. C'est quoi le dernier jeu que j'ai joué? Mais moi, En vrai, c'est le drame du jeu vidéo. C'est quand terrible. on travaille dedans, c'est difficile de trouver du temps pour jouer. Moi, le dernier jeu auquel j'ai joué, j'ai vraiment kiffé, c'était Tunic, mais je suis un peu restée bloquée, ça fait super longtemps que j'ai joué. Sinon, je vois pas le voir, mais bon, c'est un peu une honte. Enfin, c'est pas une honte, mais c'est pas forcément une recommandation. Pardon. C'est pas forcément une recommandation que j'ai envie de faire. Je joue beaucoup à Lethal Company, donc oui, ça. Ah non, mais il y a un jeu. Ouais, mais moi je recommande mon jeu Astro. Non, en vrai, recommandation c'est terrible, mais ouais, j'ai plus le temps de jouer aux jeux vidéo depuis les études. Donc. Toi, Clémence, parce que toi t'as des recommandations. Eh ben moi j'ai une recommandation là tout récemment sur Netflix. Il y a une sortie, il y a eu un animé qui est sorti et en fait c'est une réinterprétation des contes de Grimm par Clamp, donc les autrices japonaises. Et en fait c'est un peu et si en fait les pauvres petites héroïnes victimes n'étaient pas tant les victimes de l'histoire. Et je laisse le suspense là. C'est pas conseillé aux âmes sensibles, voilà tout ce que je peux dire. Mais moi j'ai beaucoup apprécié cette réécriture un peu tricky. Waouh! Clamp, c'est Sakura Card Captor. Oui, entre autres. Ouais, mais là c'est moins mignon quand même. Oh là là, je suis très très hypée. C'est quoi le nom? Tu ne l'as pas donné? The Grimm Variation. Ok. Variation. Okay. J'irai check pour un part. Je note. Eh ben écoute, merci beaucoup en tout cas, Fanny. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Merci à vous. Merci d'avoir accepté l'invitation. On remercie aussi notre partenaire Lyon Game Dev qui nous permet de faire ces super podcasts. On remercie tout autant les personnes devant et derrière la caméra donc d'avoir participé. On conseille à ceux qui nous écoutent et à ceux qui nous regardent d'aller s'abonner sur YouTube, Instagram et toutes les plateformes en fait de podcasts sur lesquelles on est diffusé. Comme ça, vous ne perdez rien. Et on remercie encore une fois, bien sûr, le Puzzle Inn de nous accueillir pour ce tournage et de nous offrir à chaque fois un super endroit pour accueillir nos invités. Merci beaucoup, c'était Behind the Game. À la prochaine!